on est sur un sujet compliqué. Bon. Je ne reviens pas sur la menace, elle est massive, elle est majeure, elle est presque trop importante, tellement importante que finalement ça a un côté un peu tétanisant. Donc je partage évidemment la vision potentiellement cauchemardesque de tout ce qui peut arriver, de ce que nous a dit le premier intervenant en vidéo. On sait très bien que voilà, dans les scénarios les plus forts, c'est la fin du monde. Hein. Et ça, il faut en avoir conscience. Ça doit nous motiver, ça ne doit pas nous tétaniser. Une fois qu'on a dit ça, et puis je ne reviens pas plus, parce que si vous êtes là, c'est que vous la connaissez, cette menace, il faut constamment reprendre un message positif pour dire que la sécurité numérique, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est inaccessible. Évidemment, ça ne se résume pas à 3 trucs et astuces. On le saurait et ce serait trop facile. Ça ne se résume pas à des recettes de cuisine, ça ne se résume pas à des choses à des maximes qui tiennent en 140 caractères, même si évidemment on est souvent poussé à le faire. Et notamment, pour aller dans le domaine des télécoms, qui est devenu et qui va devenir de plus en plus un secteur absolument critique, y compris pour notre sécurité nationale. Mais on est tous dans la même situation, dans tous les pays d'Europe, on a vraiment un sujet commun autour de ça. La 5G va devoir fonctionner, la 5G va porter énormément de nouveaux usages, notamment au niveau industriel, dans plein d'applications permises par le numérique. Il va falloir que tout ça fonctionne. Et résumer la sécurité de la 5G à tel équipementier ou pas tel équipementier, Huawei ou pas Huawei, c'est probablement la pire manière d'aborder le sujet. C'est facile, évidemment, c'est tentant, ça donne l'impression de pouvoir prendre des postures fortes, mais ça ne répond pas au problème. Si on reste sous le cas de la 5G, mais on pourrait un petit peu appliquer le même genre de démarche, et c'est ce que l'on promeut à l'ANSSI. D'abord, toujours commencer par responsabiliser les acteurs. Un opérateur, dans le cas de la 5G, un opérateur télécom qui n'est pas à la manœuvre, qui ne se sent pas concerné par ces réseaux et qui serait tenté d'aller uniquement vers de l'exploitation commerciale en sous-traitant, en laissant finalement toute cette mamaille technique bien compliquée à des prestataires, voire à des équipementiers, comme c'est un modèle qui commence à apparaître dans pas mal d'endroits, c'est une erreur. Si on n'est pas en maîtrise, ça ne veut pas dire tout faire, hein, mais si on n'est pas quand même maître de l'architecture, si on ne comprend pas ce que l'on fait, si on n'est pas en position de faire des choix techniques, stratégiques sur ses propres systèmes numériques, on n'a aucune chance de les sécuriser. Ça, c'est compliqué parce que ça va un peu à rebours de cette petite musique qu'on a entendue pendant très longtemps, qui était logique d'ailleurs, qui consistait à dire à l'ensemble des acteurs publics et privés, écoutez, l'informatique c'est pénible, ça coûte cher, c'est pas votre métier, c'est un peu comme le gardiennage ou la cantine, donnez ça à des prestataires qui vont faire ça bien mieux que vous et qui vont le faire de manière beaucoup moins chère surtout. Aujourd'hui, on revient finalement vers les mêmes acteurs en disant bah, vous allez rire, mais il va falloir reprendre la main sur vos systèmes. Et là, ce que je dis ne s'applique pas aux opérateurs télécoms, heureusement. Mais reprenez la main sur vos systèmes pour pouvoir faire de la sécurité, parce que ça, c'est de votre niveau de responsabilité. Bon. Donc, garder la main et maîtriser ces systèmes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. La deuxième chose, une fois qu'on maîtrise un peu ses propres systèmes, il faut penser la cybersécurité dans tous les éléments du cycle de vie, dès la conception. On le dit souvent, on le fait encore pas suffisamment. Durant toute l'exploitation, tout le run, bref, sur tout le cycle de vie. Ça, c'est un travail qui est considérable et qui doit vraiment faire des choix, qui doit prioriser les choses. Raison pour laquelle il faut revenir à de l'analyse de risque. C'est compliqué l'analyse de risque dans le domaine cyber. On l'a fait souvent, on a souvent échoué également avec des méthodes qui étaient souvent incompréhensibles, qui avaient tendance à enfermer le sujet de la sécurité numérique dans quelques experts qui maîtrisaient et qui excluaient de fait tous les autres, ceux qui comprenaient les processus métiers, jusqu'aux décideurs eux-mêmes. Hein, à demander à un dirigeant ce qui comprend de la cybersécurité quand on lui en parle, c'est pas triste les réponses que l'on entend, et c'est pas leur faute, c'est la faute de ceux qui présentent mal probablement. Donc de l'analyse de risque qui implique les dirigeants, qui implique les décideurs, qui implique finalement tous ceux qui ont un rôle à jouer, et ils sont très nombreux au sein des entités, qu'elles soient publiques ou privées. Et sur cette base-là,
construire de la sécurité. Et c'est là que les 3 trucs et astuces ne fonctionnent pas. On sait faire de la sécurité, on a plein de guides pour ça, on a plein d'idées, mais c'est compliqué. Et typiquement, ce que l'on impose aux opérateurs qui sont régulés en France, qui sont régulés en Europe maintenant, grâce à la directive Nice, vous verrez, c'est quand même c'est une belle checklist, quand même, tout ce qu'il faut faire pour se sécuriser. Et quand on a fait la moitié, on n'est pas à moitié sécurisé. Quand on a fait la moitié, on n'est pas sécurisé du tout, fondamentalement. Et ensuite, enfin seulement, donc je reviens aux télécoms du coup, je fais ces allers-retours, j'en suis désolé, dans le domaine des télécoms, eh bien, les réseaux télécoms sont des réseaux qui sont complexes, évidemment très numérisés, qui évidemment bénéficient de toutes les nouvelles technologies de virtualisation, de cloud, de tout ce que vous voulez. Eh bien, il faut concevoir ces réseaux de manière sécurisée. Et là, sincèrement, vous pouvez prendre les meilleurs équipements du monde, faits par les équipementiers les plus de confiance, eh bien, vous pouvez faire des réseaux absolument nuls en termes de sécurité si vous ne la pensez pas. C'est très très facile de se louper. Enfin seulement, une fois qu'on a fait ce travail de maîtrise, de reprise en main, d'analyse de risque, de conception sécurisée, eh bien, sur des éléments critiques, probablement, il faut savoir faire des choix pour se dire, là, il y a un tel risque potentiel qui va peser sur telle partie du système, sur tel équipement, sur telle fonction, que je ne dois pas prendre certains risques, notamment liés à la géopolitique. Et c'est là où l'origine des équipementiers intervient. Il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il y a les gentils et les méchants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire que, voilà, une fois encore, on ne peut pas résumer ça en 140 caractères. On doit pouvoir faire des choix. Et ces choix, globalement, ils sont normalement à la charge des opérateurs. Et dans certains cas, puisqu'on parle de sécurité nationale, puisqu'on parle d'enjeux qui dépassent complètement l'existence même de ces opérateurs, on est convaincu que l'État a un rôle majeur à jouer pour réguler, contrôler, prendre des décisions, autoriser ou pas certains déploiements. C'est exactement ce qu'on est en train de discuter en ce moment avec ce qu'on appelle la PPL 5G, donc là, une proposition de loi qui justement vise à continuer à développer le mécanisme de contrôle qui existe déjà en France sur le développement des réseaux télécoms, non pas pour brider la 5G, non pas pour embêter les opérateurs, non pas pour faire de la géopolitique de manière déguisée, mais bien pour s'assurer que ces réseaux 5G vont être au rendez-vous. Alors, en termes de confidentialité, c'est un sujet depuis le départ, la confidentialité, c'est pas nouveau, mais surtout en termes de disponibilité et de résilience. Donc j'insiste, la question c'est pas de se dire Huawei ou pas Huawei, la question c'est de faire toute cette démarche, et évidemment c'est plus compliqué, et ça peut s'appliquer fondamentalement aux terminaux. Peut-être que dans certains cas, c'est pas une bonne idée de prendre certains terminaux. À l'inverse, si vous voulez me poser une question qui m'embarrasse, demandez-moi quel terminal il faut utiliser. Et là, ça se complique, fondamentalement. Et donc, comme je n'aurais pas l'affront de vous dire, évitez d'utiliser un smartphone, parce que ce n'est pas non plus la bonne réponse, eh bien, probablement qu'il faut prendre conscience des risques, le gérer en continu. Il y a certaines réunions, il y a certains moments où c'est probablement mieux d'avoir votre téléphone à l'extérieur, quelle que soit son origine. En plus, c'est excellent en termes d'efficacité de la réunion, d'expérience. Et puis il y a d'autres moments où voilà, il faut pas non plus sombrer dans une paranoïa totale. Il y a des choses qui peuvent aller sur des téléphones, quelle que soit leur origine, et même s'ils ont été fabriqués en Chine, ce qui est le cas de tous les téléphones au demeurant, ou presque. Donc voilà. Toute la difficulté, c'est à la fois d'être très ambitieux, d'être très engagé, de comprendre ces menaces et de les prendre au juste niveau, c'est-à-dire très élevé dans la hiérarchie des priorités, sans sombrer dans un délire ou sans sombrer dans des solutions simplistes qui ne sont pas des solutions de sécurité, mais qui sont parfois, quand c'est porté par d'autres, plutôt des éléments de géopolitique qui, sincèrement, ne sont pas notre combat aujourd'hui. En tout cas, je ne pense pas.